Smart et Réglo, focus juridique comme chaque jour avec une avocate, un avocat, un juriste, un spécialiste. Aujourd'hui, Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Pas mal. Écoutez, on parle d'un sujet qui est souvent source de conflits. Et si j'ai bien lu ce que vous m'avez préparé, source de jurisprudence qui s'accumule à la Cour de cassation. Commençons par le début parce qu'il y a deux petites choses différentes. Il y a la clause de non-concurrence. C'est quoi concrètement ? C'est inscrit dans le contrat de travail ? Oui, obligatoirement. Et c'est une clause qui interdit à un salarié, après la rupture de son contrat, c'est très important, d'avoir une activité concurrente, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Exemple, un commercial qui a un fichier client, on lui dit pendant 5 ans, tu ne pourras pas aller chez le concurrent. Alors 5 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, non mais voilà. Anticiper sur les conditions de validité de non-concurrence. La clause doit être limitée dans le temps. 5 ans, ce sera trop, évidemment. Le maximum qu'on peut voir, c'est 2 ans. 2 ans. Dans l'espace, on ne peut pas dire à un commercial qui travaille, par exemple, sur la région PACA, tu n'as pas le droit de travailler en Europe, partout en Europe, ce serait trop. Et la clause, plus généralement, doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, et les juges s'attachent à vérifier que c'est le cas dans la réalité. Et enfin, et ça c'est une condition qui est instaurée depuis une vingtaine d'années par la Cour de cassation, désormais, le salarié doit être rémunéré pour sa clause de non-concurrence. J'allais y venir. C'est toute une source de conflit d'ailleurs, parce que c'est le niveau de rémunération. C'est le fameux arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2020. Oui. Vous avez vu, j'ai bossé mon droit. Bravo. Qui effectivement posait un souci, puisque le salarié demandait à être payé à 100%, ça fait 85 000 euros de mémoire. Oui. L'entreprise venait d'être achetée, il y avait conflit. Il y a un débat et une négociation sur cette clause. C'est-à-dire que le salarié dit, moi, je ne peux pas valider cette clause, puisque vous ne me donnez pas assez. Alors, concrètement, certaines conventions collectives prévoient des minimums en deçà desquels on ne peut pas rémunérer. C'est quoi le minimum d'ailleurs ? J'ai lu que ce n'est pas inintéressant. C'est 20-30% du salaire brut mensuel. Et ça doit être payé tous les mois pendant toute la durée d'application de la clause. Si la convention collective est muette, c'est le contrat qui fixe le minimum sous réserve de l'appréciation d'un juge. Alors, le salarié, évidemment, peut négocier le montant de sa clause de non-concurrence. Ouais. L'employeur est quand même en général en position de force, mais il arrive que des salariés estiment que ce qui leur est proposé est insuffisant. Et là, vous avez raison de souligner cet arrêt de novembre dernier, qui est assez inédit, puisque habituellement, les juges vérifient que le montant n'est pas trop faible, c'est ça. Voilà, pour protéger les salariés. Et là, c'est un arrêt de la Cour de cassation dans lequel les juges ont vérifié que le montant n'était pas trop haut pour protéger l'employeur. Il était très gourmand, hein, le monsieur là. Alors, il n'était pas gourmand. On lui avait signé ce contrat avec 100% de son salaire pendant 2 ans. C'est magnifique. Bien sûr. Qui n'aimerait pas ? Il a normalement réclamé le paiement de cette clause. Il se trouve que l'employeur était à ce moment-là dans des difficultés économiques très importantes. Et la Cour de cassation a vérifié que les intérêts de l'employeur étaient bien protégés par cette clause. La Cour a considéré que ce n'était pas le cas et a donc annuler la clause. Il réclamait d'ailleurs en plus des indemnités de non-paiement, si j'ai bien compris, qui venaient se rajouter à ces 85 000 euros. Évidemment, c'était un cas complexe. Il y a les règles donc, de non-concurrence, ces clauses qui sont inscrites au contrat, qui sont réglées par mois, ça vous venez de nous l'expliquer. J'avais confondu avec l'obligation de non-débauchage. C'est quoi la différence ? Alors, non-débauchage, on n'a pas le droit, quand on quitte une entreprise, d'aller, en gros, débaucher ses collègues, de partir avec une équipe. On va créer sa propre boîte et puis on va dire, ah bah tiens, mon équipe, elle était pas mal. Je fais le marché, quoi. Exactement. Et ça, c'est interdit, mais c'est pas sous le coup d'une clause de non-concurrence, c'est l'obligation plus générale de loyauté du salarié qui est en jeu. Des exemples concrets, parce que les secteurs dont vous parlez, c'est des secteurs concurrentiels, de fait, qui couchent quoi ? Des commerciaux, des gens qui sont des entreprises qui sont dans la grande distribution. C'est quoi les secteurs qui sont les plus impactés sur la concurrence et sur les risques de conflit, évidemment ? Alors, il y a des secteurs, mais il y a surtout, on va dire, des typologies de postes. Évidemment que les postes de nature commerciale sont très concernés par les clauses de non-concurrence. Après, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que plus l'expertise est pointue, plus elle est rare à trouver sur le marché et plus l'employeur va avoir besoin de protéger son savoir-faire, son expertise en assujettissant ses salariés à des clauses de non-concurrence. L'intérêt, parce qu'on parle de l'employeur, on comprend bien son intérêt, évidemment, c'est que le fichier client ne part pas chez le voisin 6 mois plus tard. Le salarié, il a un choix à faire, c'est compliqué, parce que s'il se lie par une clause de non-concurrence, son rebond est
plus difficile. Si c'est 2 ans d'attente pour rebondir, franchement, il est un peu pieds et mains liés, le salarié. C'est clair. Alors, dans certaines offres d'embauche et dans certaines négociations sur un nouveau job, ça fait partie du package et le salarié n'a pas d'autre choix que d'accepter ça. Après, la liberté de travail, c'est une liberté fondamentale en droit français. Donc, on ne peut pas l'anéantir complètement. Donc, la clause ne doit pas être tellement large et tellement longue qu'elle empêche totalement aux salariés de retrouver un emploi. Mais c'est vrai que l'appréciation est souvent très difficile à faire. Avant de nous quitter, Émilie, les sources de conflit, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe entre un employeur et un salarié? Ils sont mis d'accord, vous nous dites que tout va très bien, ils ont signé un contrat, le salarié va avoir plus d'argent puisqu'il va être indemnisé, payé. J'ai vu que ce n'était pas d'ailleurs des primes, c'était considéré comme du salaire. C'est du salaire. Et donc du congé payé, on est bien d'accord. Et des charges sociales, ça coûte très cher. Donc on est d'accord que voilà, pour l'employeur, c'est cher. Oui. Quelles sont les sources de litiges? Alors, il y en a plusieurs, pour n'en citer que quelques-unes. Certains employeurs, à la fin du contrat, veulent pouvoir se libérer de cette clause, et c'est souvent prévu dans le contrat. Les employeurs, hein? Oui, tout à fait. Donc, ils peuvent décider, quand ils licencient un salarié, que finalement, il n'aura pas rapporté grand-chose, et que s'il va apporter sa compétence à un concurrent, ça ne leur fera pas de mal. Et du coup, ils veulent échapper au paiement de l'indemnité. Ah oui. Voilà. Ouais. Vous ne m'avez pas donné assez, donc franchement, voilà. Exactement. Alors, une des sources de litige, c'est sur les modalités selon lesquelles on renonce à la clause. Si l'employeur le fait trop tard ou pas dans les formes qui sont prévues dans le contrat, la renonciation n'est pas valable et il doit payer le montant de la contrepartie. Maître, c'est pas pour donner des conseils aux commerciaux qui nous regardent, mais l'idée quand même, c'est d'être payé mensuellement. Parce que si on n'est payé qu'à la fin de la rupture de contrat sur l'ensemble, ça veut dire qu'on a le risque que l'employeur vous dise « non, tu m'as pas apporté satisfaction, donc je ne règle pas le montant de cette clause ». Vous êtes d'accord? Oui, mais... Donc il faut être mensuel. Alors, tout à fait. Mais la Cour de cassation est venue nous dire que si l'employeur paye... Exactement. Mais ça, c'est pour protéger les salariés d'une certaine manière. Si elle paye la clause tout au long de l'exécution du contrat, ça n'est pas valable. Pourquoi? Parce que certains employeurs, oui, ça vous étonne, mais parce que certains employeurs avaient, on va dire, aménagé le salaire qu'ils auraient de toute façon proposé aux futurs embauchés en intégrant une partie de clause de non-concurrence. Ça a été plaidé, la Cour de cassation ne s'est pas laissée duper et a considéré que cette contrepartie financière devait impérativement être payée mois par mois après la fin du contrat. Sans que l'employeur ne baisse légèrement le salaire, parce que c'est un peu ça le jeu. Exactement. On baisse de 20% pour réintégrer les 20% de la clause de non-concurrence. Oui, bien sûr. Écoutez, merci Émilie, en tout cas c'était passionnant. D'autres sources de conflit, les salariés considérant eux à l'envers qu'ils n'ont pas été assez payés, découvrant au fil de l'eau qu'ils n'ont pas été assez payés. Ça peut arriver ça? Puisque tout a été écrit dans le contrat. Ça peut arriver, mais la principale autre source de conflit va porter sur la preuve de la violation de la clause de non-concurrence. Là, on peut avoir des difficultés. Donc, LinkedIn, on découvre que le salarié est parti. Exactement. Et là, on va avoir des combats qui sont parfois un peu musclés devant les juridictions. Forcément. Pour démontrer que le salarié manque à sa clause de non-concurrence. On peut même le faire obtenir une décision qui l'oblige à arrêter son emploi concurrentiel sous astreinte s'il est en train de faire... Oui, vous faites de gros yeux, mais ça existe et ça fait partie de notre activité. C'est ça, le coup tombe. Voilà, on lui dit stop. Sous astreinte. Sous astreinte, vous ne jouez plus la règle. Merci Émilie Méridjen, avocate en droit du travail, cabinet SVZ. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Avec plaisir. Pour nous éclairer. Tout de suite, c'est la pause café, petite pause café. Tiens, je ne sais pas si les avocats gèrent ce genre de dossier. Vous savez, les salariés qui s'ennuient, le boring, on en a entendu beaucoup parler. On a parlé du stress au travail. Mais, voilà, vous allez voir, Fanny Griesmer nous parle de l'ennui au travail. Ça existe.